Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un tout petit peu plus personnelle où je vais parler de comment est-ce que je vais faire évoluer ma stratégie d'investissement pour 2023, de pourquoi est-ce que ma stratégie elle évolue comme ça, parce que c'est peut-être ce qui est le plus important, et de globalement ce que j'ai l'intention de faire pour sortir mon épingle du jeu dans le contexte assez incertain de ce début d'année 2023. Mais avant de parler des changements que je mets en place, je pense que c'est pas mal de replacer un petit peu les choses dans leur contexte et de revenir sur un petit peu où j'en étais jusqu'à maintenant et ma stratégie à date. Donc perso, je suis un investisseur qui est plutôt récent, je fais partie de la vague entre guillemets d'investisseurs qui sont entrés sur le marché dans les 5 dernières années, et donc du coup j'ai fondamentalement pas beaucoup d'expérience. Je le dis parce que 1, je pense que c'est toujours important de le rappeler, et 2, je sais que je suis loin d'être le seul et qu'on est nombreux dans ce cas-là, parce que ça ressort souvent soit de mes échanges par mail avec vous, soit des commentaires, soit des coachings que je peux donner, et je pense que c'est assez important parce que du coup on est nombreux à faire évoluer notre stratégie en fonction de ce qu'on apprend au fur et à mesure, et donc du coup c'est pour ça que je pense que c'est utile de partager cette vidéo-là. Alors avant de parler de ma stratégie à partir de maintenant, je vais commencer par ma stratégie jusqu'à maintenant et pourquoi ce n'était pas la bonne. Mon portefeuille cible actuellement, il ressemblait à ça. Alors j'y suis jamais, en vrai, je suis jamais exactement dans ce portefeuille-là parce que les fluctuations à droite à gauche de mes positions font que c'est pas possible d'y être exactement, mais ma target c'était ça. 60% dans les ETF américains, donc S&P 500, Nasdaq 100 et Russell 2000, juste ces trois-là. 35% dans des actions individuelles, donc jusqu'à fin 2022, j'avais dans cette partie-là des actions comme Meta, Tesla, Amazon, Coinbase, Nvidia, et 5% dans les cryptos, Bitcoin, Ethereum et Solana uniquement à fin 2022. Avant j'en avais d'autres, mais j'ai tout vendu et j'ai tout remis sur ces trois-là, et quand je dis j'ai tout remis sur ces trois-là, c'est pas grand-chose parce qu'il me reste pas grand-chose sur mon portefeuille crypto suite à la grosse baisse des 2 dernières années. Alors d'emblée, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plusieurs défauts sur ce portefeuille. Le premier, c'est un manque de diversification géographique et sectorielle. Toutes les actions sont sur la même zone géographique, donc ça c'est quelque chose que je dois changer en 2023, au moins en partie. En même temps, je vais le corriger, je vais pas non plus le corriger à outrance, parce que une de mes... on va appeler ça une intuition, une des choses que moi je pense, c'est que les États-Unis restent aujourd'hui la zone géographique la plus dynamique si tu investis en bourse, ou du moins ça reste la zone la plus dynamique avec le meilleur ratio de sécurité. C'est une zone qui est assez safe en fait d'investir aux États-Unis parce que c'est l'endroit où tous les pays du monde investissent, et donc du coup il y a énormément de capitaux qui passent par les États-Unis. Il y a énormément d'opportunités qui existent encore sur le marché américain, mais il y a énormément de capitaux, et donc tout ça, ça fait un environnement qui est assez bon, et donc je vais quand même rester majoritairement investi aux États-Unis. Pour la diversification sectorielle, par contre, c'est un vrai problème de mon portefeuille. J'ai 35% qui sont donc dans la tech en actions individuelles, j'ai 20% qui sont dans le Nasdaq 100, qui est toujours la tech américaine, et j'ai 23% du S&P 500, qui est lui aussi dans la tech. Il y a 23% dans le S&P 500, la tech pèse pour 23%. Et donc ça fait du coup 55% de mon portefeuille qui est sur un seul secteur, dans un seul pays, et donc ça c'est définitivement quelque chose que je vais devoir changer. Le deuxième défaut de ce portefeuille, c'est que toutes les actions que j'ai prises, en individuel, c'était des actions qui étaient à la mode. Dans son livre One Up on Wall Street, Peter Lynch dit que s'il y a bien une action qu'il voudrait éviter, c'est l'action qui est toujours la plus chaude, l'action qui est dans l'industrie la plus à la mode, celle qui a le plus de publicité positive. Et typiquement, quand on regarde le portefeuille que j'ai aujourd'hui, je n'ai globalement que les actions que Peter Lynch ne voudrait jamais avoir. Des actions qui avaient le vent en poupe, des actions qui étaient sexy, de la tech US, avec des entreprises qui sont toujours mises en valeur comme étant innovantes, dynamiques, disruptives, tout ça, il y a tout un tas d'adjectifs qui vont avec la tech américaine, et ça c'était en fait le reflet à mon avis d'un manque de travail de ma part, c'était aussi le reflet d'une espèce de mentalité de mouton. En investissement, c'est un biais psychologique qui est documenté, qu'on appelle le herding, si je devais le traduire c'est l'esprit de troupeau, qui est l'idée qu'en fait on investit tous de la même manière et qu'on se suit les uns les autres comme des moutons, en fait, qu'on reproduit les tendances d'investissement des autres investisseurs. Et typiquement moi mon portefeuille il reflète vraiment ce comportement là, et je pense même qu'il le reflète de façon plus prononcée que ce qu'on peut voir chez d'autres investisseurs, et je l'ai payé assez fort en 2022 puisque du coup ça m'a coûté pas mal d'argent. Quand on regarde le S&P 500, alors le S&P 500 c'est un bon investissement, je critique pas, mais voilà, je suis à moins 20%, le Nasdaq 100 il fait moins 33 sur l'année, on a Tesla qui fait moins 68, on a Coinbase qui fait un magnifique moins 86, on a Amazon qui fait moins 64, et on a Nvidia qui fait moins 43%. Donc globalement, mon année 2022, elle est assez catastrophique d'un point de vue performance en bourse, et c'est d'ailleurs en grande partie pour ça que j'ai été obligé de me remettre en question et forcément de m'interroger sur ma stratégie d'investissement et ce que je dois faire pour faire des meilleures performances. La troisième critique qu'on pourrait faire à ce portefeuille, ce serait que ça reste un portefeuille qui est quand même assez risqué, mais ça, c'est pas quelque chose que je vais changer non plus à outrance, à mon avis, cette année. Je vais rester sur un niveau de risque qui est important, et ce pour plusieurs raisons. Première raison, j'ai du temps devant moi, ça c'est quelque chose, le temps c'est ce qui
permet de prendre des risques, hein. J'ai le temps de faire fructifier mon argent, j'ai le temps de corriger mes erreurs potentielles, là où quelqu'un qui est plus proche de la retraite, il a peut-être moins cette option-là. Numéro 2, j'ai conscience des risques que je prends. Je pense que le gros problème souvent, c'est que les gens n'ont pas forcément conscience des risques qu'ils prennent, et ça c'est pas du tout mon cas pour le coup. Quand je reprends par exemple l'exemple des actions que j'ai citées un tout petit peu plus tôt, tout ce que j'ai perdu sur l'année 2022, ça faisait partie des scénarios qui existaient. Alors oui, c'est pas une bonne nouvelle, c'était mes scénarios les plus pessimistes, hein, et j'en suis pas content, forcément, mais c'est quand même, enfin voilà, c'est comme ça. Ça faisait partie des risques que je prenais en investissant mon argent uniquement dans la tech et uniquement dans des actions à forte croissance, et donc du coup, la risque de perte, elle était importante, et ce risque-là s'est réalisé, mais ça faisait partie de mes investissements, et je le savais. Ensuite, l'argent investi, c'est de l'argent dont j'ai pas besoin, et donc du coup, c'est de l'argent dont j'ai pas besoin instantanément, c'est de l'argent que je suis confortable de laisser investir pour 10 ou 15 ans. Comme je le disais un petit peu plus tôt, j'ai le temps devant moi. Et typiquement, si on me demande si je pense que les actions que j'ai achetées en 2020, 2021, 2022, elles vont remonter sur ces horizons-là, sur l'horizon 10-15 ans, la réponse c'est indubitablement oui. Le problème, c'est que ces actions, elles vont mettre un peu de temps à remonter, hein. Elles vont peut-être remonter qu'au bout de 3, 4, 5 ans, voire peut-être un peu plus pour celles qui ont le plus ramassé. Et du coup, la performance de portefeuille, elle est quand même durablement impactée par ces mauvais choix que j'ai faits, et donc même si je pense que ça va remonter, c'est pas forcément la bonne manière d'investir aujourd'hui. Alors maintenant, pour les changements que je veux opérer sur ma stratégie en 2023. Le premier point, c'est que je vais réduire la part des ETF dans mon portefeuille. Alors pourquoi est-ce que je prends cette décision-là, alors que les ETF, c'est en fait une solution qui est très très bonne, hein. J'adore les ETF, ça convient à la plupart des investisseurs, et d'ailleurs, quand quelqu'un commence en bourse, je pense que les ETF, c'est une manière saine de commencer l'investissement, hein. Ça a plein d'avantages, c'est diversifié, les performances sont souvent meilleures que les actions individuelles, hein. On le voit là, moi sur mon portefeuille, ce qui me sauve cette année au final, c'est le S&P qui fait que moins 20 par rapport à toutes mes autres actions individuelles que j'ai prises qui se sont crashées. Mais pour quelqu'un comme moi qui suis passé maintenant à plein temps sur mes investissements, sur les recherches autour des investissements et qui crée du contenu autour des investissements, c'est pas forcément la meilleure utilisation de mes connaissances et de mes compétences. Comme je le dis dans une autre vidéo, en 2022, je me suis vraiment formé en plus pour devenir meilleur investisseur, pour monter en compétences. J'ai lu tout un tas de bouquins d'investisseurs qui parlent d'investissement, qui parlent de stratégie, qui parlent de risque, qui parlent, voilà, j'ai pris tout un tas de trucs, j'ai pris des cours en ligne, ce genre de choses-là. Et du coup, ce serait un petit peu dommage quand même d'avoir fait tout ça, et de finir avec une stratégie à 60% passive, alors que je me forme pour être un investisseur actif et pour être au final quelqu'un qui gère son portefeuille au jour le jour. Donc, c'est pour ça que je réduis mes ETF. Le second changement que je vais opérer sur mon portefeuille, c'est que je vais du coup commencer à diversifier d'un point de vue géographique. Et la diversification, elle va se faire dans une seule direction, et ça va être les pays émergents, et plus spécifiquement l'Inde. Le raisonnement derrière cette décision-là, c'est que les indicateurs économiques, ils nous disent tous globalement la même chose. L'Inde va surperformer à peu près tout le monde d'un point de vue croissance cette décennie, donc d'ici à 2030. Il y a plein de données qui vont illustrer ça, qui viennent à la fois de l'intérieur de l'Inde, mais aussi de l'extérieur de l'Inde. Par exemple, cette semaine, on a vu les chiffres de la Chine qui sont sortis, qui sont pas très bons d'un point de vue croissance et démographie, et qui veulent dire que le plus gros concurrent de l'Inde aujourd'hui est en perte de vitesse. Mais si je devais donner, moi, une seule donnée qui illustre le pourquoi de cette décision d'investir en Inde, c'est quelque chose que j'ai trouvé dans le guide des marchés du 4e trimestre 2022 de JP Morgan. Donc tous les trimestres, la banque JP Morgan aux États-Unis publie un document dans lequel ils analysent tout un tas d'indicateurs économiques qu'ils appellent le guide au marché, et qui est très utile pour les investisseurs. Et dans ce guide-là, il y a une slide à un moment sur l'évolution de la classe moyenne au niveau mondial sur la décennie, donc 2020-2030, et en fait il montre que le premier contributeur à la classe moyenne sur la décennie, ça va être l'Inde, et en plus d'une façon très importante, puisque JP Morgan estime que l'Inde va rajouter 883 millions de personnes à la classe moyenne. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais 883 millions de personnes à la classe moyenne, c'est juste stratosphérique. Il y a pas d'autre mot, c'est énorme. Et forcément, 883 millions de personnes qui rentrent dans la classe moyenne, c'est aussi 883 millions de personnes qui vont gagner plus d'argent, puisque du coup c'est des gens qui passent de la classe populaire à la classe moyenne, donc ils gagnent plus de revenus, qui vont avoir besoin de beaucoup plus de services, qui vont avoir besoin de beaucoup plus de produits, et qui du coup vont faire grossir énormément les entreprises qui leur fournissent les produits et les services en question. Et forcément, l'Inde va avoir un rayonnement économique sur les pays qui l'entourent, à l'image de ce qu'on avait pu voir déjà avec l'essor de la Chine, et donc du coup je pense que l'Inde va emmener dans son sillage de croissance économique incroyable d'autres pays qui sont sûrement des pays voisins, mais peut-être pas que, c'est possible qu'ils sous-traitent dans des pays d'Amérique latine, ce genre de choses-là. Et donc du coup ça c'est quelque chose qu'il va falloir regarder, les pays qui vont être entraînés avec l'Inde, mais du coup je pense qu'il va y avoir tout un tas de pays qui vont être emmenés dans le sillage de l'Inde, et du coup je vais diversifier, ma diversification géographique elle va se faire sur ces pays-là. Troisième changement que je vais opérer sur ma stratégie, c'est que je vais investir maintenant de façon beaucoup plus importante dans des entreprises à petite et moyenne capitalisation. Ça c'est une notion sur laquelle énormément de tops investisseurs, des mecs comme
des champions même comme Warren Buffett, Howard Marks, Peter Lynch insistent très fréquemment, c'est que quand tu commences d'en bas, quand tu es un petit investisseur, ce qui est notre cas à tous aujourd'hui, ça ne sert à rien d'investir sur les grosses capitalisations, ça sert à rien d'investir sur les blue chips ou les entreprises à la mode. Si jamais tu veux faire de belles performances en bourse, en fait, il faut être, au contraire, il faut être capable d'investir dans des petites entreprises qui sont en dessous du radar des fonds d'investissement, en dessous du radar de la presse économique, en dessous du radar des masses dans leur ensemble. En fait, ils disent que c'est dans ces entreprises-là que tu peux trouver des pépites qui ont des avantages concurrentiels, qui n'ont pas encore été vus, qui n'ont pas encore été pricés par le marché, et où du coup, tu as la possibilité de faire des x10 ou des x15 sur des horizons qui sont en fait relativement courts. Quatrième changement que je vais faire maintenant, je vais investir dans de nouvelles classes d'actifs. Alors je pense que ça va être une bonne année pour les obligations, notamment les obligations, ce sont des titres de créance d'entreprises ou d'État. Donc en fait, tu prêtes de l'argent à une entreprise ou à un État. Donc pour donner un exemple, si tu prêtes 100 € à une entreprise à un taux de 7% pendant 5 ans, et bien l'entreprise elle va te payer 7 € par an d'intérêt pendant 5 ans, et ensuite, à la fin, elle va te rendre ton argent. Ça fonctionne presque comme quand la banque, elle te prête à toi, sauf que là, c'est toi la banque. Et les obligations, c'est typiquement une classe d'actifs qui a été un petit peu délaissée sur la dernière décennie, parce qu'en fait, les actions d'entreprise étaient tellement performantes avec le contexte qu'on avait de taux d'intérêt bas, tout ça et tout, en fait, que les obligations, elles représentaient, en fait, peu ou pas d'intérêt. Et donc, c'est une classe d'actifs qui a été complètement délaissée, mais qui revient en force, qui redevient beaucoup plus intéressante avec la remontée des taux d'intérêt. Le problème des obligations aujourd'hui, c'est que c'est très difficile d'accéder au marché primaire, et donc du coup on est confiné au marché secondaire, ce qui rend en fait compliqué d'investir aux meilleures conditions. Peut-être que du coup, pour bénéficier du marché primaire, je vais là avoir recours à des fonds d'investissement, je vais avoir besoin d'investir en fait de manière indirecte, parce que les fonds d'investissement qui sont spécialisés dans les obligations, eux, ils ont accès au marché primaire, et du coup ça me permettrait d'y avoir accès, sans pour autant que ce soit moi personnellement qui investisse dans le marché primaire. Mais ça, pour le coup, c'est encore une chose qui est en réflexion, donc je vous en parlerai un petit peu plus dans l'année, mais j'ai clairement l'intention de diversifier les classes d'actifs, et en partie en direction des obligations. Et enfin, cinquième changement que je vais opérer, c'est que je vais arrêter du coup d'investir dans ce que j'investissais jusque-là. C'est-à-dire que je vais arrêter de renforcer mes positions sur les grosses entreprises de la tech US, et c'est même possible que je commence à me désengager de certaines de ces positions-là. Pour illustrer ça, si je prends l'exemple de Coinbase qui a perdu moins 86% depuis son entrée en bourse, pour remonter à 100%, il faudrait que l'action elle fasse plus 714%. Donc juste pour que j'ai pas perdu d'argent, pour que je sois revenu à ce que j'ai investi, il faudrait que l'action soit multipliée par 7,14. Et clairement, quand on voit les finances de Coinbase aujourd'hui, c'est pas pour demain. Et il est très probable que ce soit du coup plus rentable pour moi de réaliser la perte, donc de vendre Coinbase, de récupérer l'argent et de l'investir dans des actions qui sont à plus fort potentiel, dans lesquelles j'ai plus confiance, comme l'action Piedmont par exemple, dont j'ai parlé la semaine dernière. Et je vais aussi, dans la foulée, arrêter de renforcer mes positions crypto pour le moment. Je pense que les cryptos vont remonter d'ici la fin de l'année. Je pense qu'il y a le halving du Bitcoin en 2024 qui va avoir lieu. Je pense que ça va booster le marché crypto, en particulier sur la fin de l'année, autour de octobre-novembre. Mais malgré ça, je n'ai pas l'intention de renforcer mes positions. Alors maintenant, pour finir, le portefeuille target que j'aimerais avoir à partir de maintenant. Il ressemblerait à quelque chose comme ça. 30% en ETF US et monde, histoire de quand même garder un petit peu de sécurité malgré tout. Comme je le disais, c'est ça qui m'a sauvé sur l'année 2022. 30% en actions individuelles, US, Europe et Chine. 25% en Inde et pays émergents. Donc là, il y aura un mix d'actions individuelles et d'ETF. Le mix reste à définir. Je vais investir à la fois dans des ETF parce que quand on investit dans les marchés émergents, là aussi, il faut se prémunir un petit peu de certains mouvements. Mais je vais sûrement aussi prendre quelques actions individuelles, par exemple, en particulier sur les banques. Je pense en Inde, il y a quelques banques qui m'intéressent en Inde. Donc voilà. Ensuite, il va y avoir 13 à 14% de mon portefeuille qui va être sur les autres classes d'actifs, donc les obligations comme j'en ai parlé, mais aussi peut-être de l'immobilier commercial aux États-Unis avec l'équivalent de SCPI qui s'appelle les REITs, les REIT. Et enfin, 1 à 2% de crypto en fonction de ce qui reste dans mon portefeuille et de l'évolution du marché, mais voilà. Donc voilà globalement ce que j'avais à dire pour ma stratégie 2023. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et la stratégie que vous avez en ce moment, ça m'intéresse toujours d'en discuter. Comme je le dis toujours aussi, c'est pas pour tout le monde ce que je fais, ce que je fais dans mon portefeuille, c'est pas du tout ce que je recommanderais par exemple pour la plupart des autres profils d'investisseurs, mais je pense que c'est bien pour moi, c'est cohérent avec mon profil risque, c'est cohérent avec mes objectifs à long terme, et très franchement, même si je devais continuer à me planter, je continuerai aussi à apprendre au fur et à mesure et à devenir un meilleur investisseur in fine, et donc du coup j'en retirerai quand même quelque chose de positif comme ce qui vient de se passer avec 2022. Donc voilà, comme d'hab, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'être arrivés jusqu'au bout. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes autres réseaux si ça vous intéresse d'avoir plus de contenu de ma part. Et puis sinon, on se retrouve à la prochaine. Ciao.